Bonjour chers élèves. Cette séquence d'économie générale et statistique est destinée aux élèves de la deuxième année sciences économiques et aux élèves de la deuxième année sciences de gestion comptable. Elle porte sur les concepts économiques de base, notamment le premier chapitre, à savoir le marché. Nous avons vu dans la première séquence la notion du marché. C'est ainsi qu'on a traité la définition du marché et on a vu que le marché, c'est la rencontre entre l'offre et la demande d'un bien, d'un service ou d'un actif financier. Et on a vu également les éléments constitutifs du marché, à savoir l'offre, la demande et le prix. Nous avons vu que l'offre est une fonction croissante par rapport au prix. C'est-à-dire, lorsque le prix augmente, l'offre augmente. Le prix et l'offre évoluent dans le même sens. La demande, quant à elle, est une fonction décroissante par rapport au prix. C'est-à-dire, lorsque le prix augmente, la demande diminue. Quant au prix, il résulte de la rencontre entre l'offre et la demande. Aujourd'hui, on va voir la classification des marchés selon l'objet. On va traiter le marché des biens et services, le marché du travail, le marché des capitaux et le marché de change. Commençons par le marché des biens et services. Le marché des biens et services, c'est un marché, donc c'est un lieu de rencontre entre les offreurs des biens et des services et les demandeurs des biens et services. Cette opération d'échange va donner lieu à un prix. Elle permet de déterminer le prix de vente des biens et services. Le marché des biens et services comprend le marché des biens de consommation et on peut distinguer le marché des biens de consommation finale et le marché des biens de consommation intermédiaire. Vous avez vu en première année la différence entre les deux types de biens. Les biens de consommation finale permettent de satisfaire directement le besoin des consommateurs, alors que les biens de consommation intermédiaire sont des biens qui peuvent être utilisés pour produire d'autres biens, tels que la matière première ou les matières consommables. Le deuxième marché, c'est le marché des biens d'équipement, qui constitue la rencontre entre les agents producteurs des biens de production ou bien des biens d'équipement au niveau de l'offre et les agents utilisateurs de ces biens, les biens de production. Les entreprises qui produisent des machines, par exemple, sont des offreurs qui offrent le produit sur le marché et les entreprises qui vont utiliser ces machines doivent acheter, donc elles vont se comporter en tant que demandeurs. Le marché suivant, c'est le marché des services. C'est le marché des biens immatériels, par exemple transport ou autre. C'est donc la rencontre également entre les prestataires de ces services au niveau de l'offre et les utilisateurs de ces services au niveau de la demande. À titre d'exemple, les sociétés de transport se comportent en tant que producteurs de ces services, alors il s'agit de l'offre. Au niveau de la demande, on va trouver les demandeurs, les acheteurs de ces services. Ceux qui désirent par exemple transporter des marchandises et qui recourent au service d'un transporteur, ce sont des demandeurs. Quelles sont les caractéristiques de marché? Pour caractériser le marché des biens et des services, qu'est-ce qu'on va faire? Au niveau de l'offre, on va mettre l'accent sur la production et sur l'importation. Le jour du contrôle ou bien de l'examen, vous aurez par exemple un texte, un document, et à partir du document, on va vous demander de caractériser ce marché. Au niveau de l'offre, qu'est-ce que vous allez faire? Cherchez donc la production, parce qu'un bien donné est soit produit au Maroc, soit importé. Donc, deux éléments, soit il est produit au Maroc, soit il est importé. Donc il faut chercher le volume de la production, quel est le taux de variation de cette production, est-ce que la production a augmenté ou bien a diminué? Si vous avez la quantité produite en tonnes ou bien en unités par exemple, de même, il faut chercher l'importation. Les biens importés pour être vendus. Il s'agit donc d'un élément également de l'offre. Donc l'offre est composée de deux éléments essentiels. Au niveau de la demande,
il faut mettre l'accent sur les dépenses de biens de consommation finale. Est-ce que la consommation a augmenté ou bien elle a diminué? La même chose pour la consommation intermédiaire, les dépenses d'investissement et les exportations. L'exportation constitue une demande étrangère. Donc, l'importation fait partie de l'offre, alors que l'exportation fait partie de la demande. Et à partir de ces éléments, on va les voir dans le 3e chapitre, les agrégats. On peut dégager une relation pour calculer le PIB à partir d'une formule, l'approche par demande. 3e élément, c'est le prix. Le prix des biens et services résulte d'un certain nombre de facteurs, notamment la situation du marché, est-ce qu'il y a une concurrence ou non, le nombre des offreurs, le nombre des demandeurs, et ainsi de suite. Le 2e marché, c'est le marché du travail. Comment peut-on définir ce marché? C'est le lieu de rencontre entre les offreurs de travail et les demandeurs du travail. Qui sont les offreurs du travail? L'offre du travail, c'est le volume du travail que les ménages sont disposés à fournir en contrepartie d'une rémunération. Les offreurs de travail, donc, ce sont les ménages de manière générale, mais pour plus de précision, on va parler de la population active. Parce que lorsqu'on déménage, il y a des enfants qui ne travaillent pas, il y a des personnes qui sont incapables de travailler. Donc, on va mettre l'accent sur la population active. Selon le rapport de Banque al-Maghrib de 2019, la population active s'élève en 2019 à 12 82 000 contre 11 947 000 personnes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'offre du travail a connu une augmentation. On a une offre additionnelle de 135 000 personnes. Pour la demande, en ce qui concerne la demande du travail, elle provient des employeurs, c'est-à-dire les entreprises, les administrations publiques, mais également les ménages ainsi que les sociétés financières. La population active occupée peut servir de base pour mesurer, pour approcher cette demande. La population active occupée, selon le rapport de Banque al-Maghrib, s'élève à 10 975 000 personnes en 2019 contre 10 810 000 personnes en 2018. Donc, il y a une augmentation. Les emplois créés, et toujours selon le rapport de Banque al-Maghrib, on a 111 000 en 2018 et 165 000 en 2019. Pour 2019, donc, on a 165 000 personnes ou bien 165 000 emplois créés contre 135 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail, c'est-à-dire une demande additionnelle. Ce qui signifie que les emplois créés dépassent en 2019 les personnes qui arrivent sur le marché du travail, ce qui aura pour effet une diminution du chômage, ce qu'on va voir par la suite. Le prix, c'est la rémunération du facteur travail. Le prix peut être mesuré par le salaire minimum, le SMIC, à titre indicatif. Pour le salaire minimum, il n'a pas augmenté en 2018. En 2019, il a connu une augmentation de 2,5%. En termes réels, la moyenne des salaires, selon le rapport de Banque al-Maghrib, a connu une augmentation de 1,1% en 2019 contre une baisse l'année dernière. On a 0,3%. Donc, la moyenne des salaires, on a une augmentation de 1,1 en 2019 contre une baisse de 0,3% en 2018. Le 3e marché, c'est le marché des capitaux. C'est quoi le marché de capitaux? C'est la rencontre entre les offreurs et les demandeurs des capitaux. Autrement dit, c'est la rencontre entre les agents qui ont une capacité de financement et les agents qui ont un besoin de financement. Cette rencontre entre les offreurs et les demandeurs permet de déterminer également un prix. Le prix peut être ici le taux d'intérêt ou bien le cours des titres qu'on va traiter aujourd'hui.
Quels sont les compartiments du marché des capitaux? Les subdivisions de ce marché. Le marché de capitaux se subdivise en deux catégories. Tout d'abord, on a le marché des capitaux à long terme, on l'appelle le marché financier, et le deuxième marché, c'est le marché monétaire, c'est le marché des capitaux à court terme. Le marché financier, ou bien le marché des capitaux à long terme, est subdivisé lui-même en deux types de marchés. Le marché primaire et le marché secondaire. Le marché primaire, c'est le marché des titres neufs. Et le marché secondaire, c'est le marché des titres déjà émis. C'est quoi le marché financier? En bref, c'est le marché des valeurs mobilières, que sont les actions, les obligations et d'autres titres. Lorsque une entreprise, par exemple, veut faire une augmentation de capital, elle va vendre des titres, des actions, pour collecter l'argent dont elle a besoin. Cette cession est réalisée pour la première fois. On parle dans ce cas du marché primaire, des titres neufs. Celui qui achète ces actions va devenir un actionnaire. Il a droit aux dividendes. Si lui-même il a besoin de l'argent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va revendre une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois ces titres sur le marché. Dans ce cas, on parle du marché secondaire. Le marché secondaire, au sens strict, c'est le marché boursier. C'est donc là où s'échangent les titres, les actions et les obligations notamment. Mais il y a bien sûr d'autres titres. Le marché monétaire, c'est lui-même, il est subdivisé en deux. Le marché interbancaire, où il y a échange entre les banques des capitaux à court terme. C'est la rencontre entre les banques qui ont un besoin de financement et les banques qui ont une capacité de financement. Le marché suivant, le marché secondaire, c'est le marché des titres de créances négociables, TCN. Il s'agit des bons de trésor, ce sont des titres émis par l'État. Il y a les billets de trésorerie, ce sont des titres émis par les entreprises, les certificats de dépôt émis par les banques et des bons des sociétés de financement. Le quatrième marché, c'est le marché de change. Le marché de change, c'est le marché où se rencontrent les offreurs et les demandeurs des devises, c'est-à-dire les monnaies étrangères convertibles. Le marché de change, donc, c'est la rencontre entre l'offre des devises et la demande des devises. Au niveau de l'offre, on trouve ceux qui désirent vendre les devises, ceux qui possèdent les devises et qui veulent vendre donc les devises. Par exemple, à l'origine de ces opérations, on trouve des exportations. Les exportateurs, lorsqu'ils vendent, lorsqu'ils exportent des produits à l'étranger, reçoivent en contrepartie des devises. Mais pour payer les salariés, les fournisseurs, les autres frais sur le marché national, ces entreprises ont besoin des dirhams. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont échanger les devises contre les dirhams. Bien sûr, en recourant aux banques. Donc, les principaux intervenants, ce sont les banques. Mais l'opération, à l'origine, peut être une opération commerciale ou bien une opération financière. On a les touristes étrangers. Un touriste étranger, lorsqu'il arrive au Maroc, il va apporter avec lui des devises. Mais il a besoin des dirhams pour réaliser des transactions sur le territoire national. Il va vendre les devises contre les dirhams. Pour les demandeurs, ce sont ceux qui convertissent les dirhams en devises, qui ont les dirhams et qui désirent les devises. Par exemple, les personnes qui désirent importer des biens de l'étranger, ou encore les touristes marocains qui désirent réaliser un séjour à l'étranger, par exemple, ou bien des étudiants qui veulent voyager à l'étranger. La relation entre l'offre et la demande sur le marché va donner lieu donc à un prix qui s'appelle soit le cours de change ou bien le taux de change, avec une petite nuance entre les deux. Lorsqu'on dit taux de change, le taux de change, par exemple ici, un dirham égale 0,1 €. On prend l'équivalent d'une unité de monnaie nationale. Alors que le cours de change, lorsqu'on a l'équivalent d'une unité étrangère et on cherche l'équivalent en monnaie nationale. Maintenant, quels sont les régimes de change? On a deux régimes
de change, le régime de change fixe et le régime de change flottant. Le régime de change fixe, c'est quoi? Le régime de change fixe, c'est le système où les taux de change sont déterminés par l'État ou bien par la banque centrale. Et cela par référence à un étalon donné, à un critère donné, qui peut être soit une monnaie étrangère convertible ou bien un panier de devises. Le régime de change flottant, c'est un régime ou bien un système dans lequel les taux de change ne sont pas fixés par l'État, mais qui résultent de la loi de l'offre et de la demande. Ils sont déterminés par confrontation entre l'offre et la demande. Ainsi, si par exemple une devise donnée est très demandée sur le marché, sa valeur donc va augmenter, le taux de change va augmenter. Et inversement, lorsqu'une devise n'est pas demandée, sa valeur va diminuer. Ici, il n'y a pas d'étalon de mesure, il n'y a pas donc intervention de l'État pour fixer de façon autoritaire le taux de change. Pourquoi? Parce que le taux résulte du libre jeu du marché ou bien du système de marché. Quelle est la situation pour le cas du Maroc? Pour le Maroc, il adopte un système de change intermédiaire. C'est-à-dire, la Banque centrale fixe un taux de change, mais elle laisse de la liberté dans une fourchette de plus ou moins 2,5%. Donc la parité du dirham est déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus ou moins 2,5%. Si par exemple, on a un taux de change ici fixé par Banque du Maghreb, et le taux de change a connu une augmentation de 1%, de 1,5%, de 2%, la Banque centrale peut ne pas intervenir. Elle peut le faire, elle peut intervenir pour empêcher, pour éviter les risques possibles. Mais elle peut ne pas intervenir tant que 2,5% n'a pas été atteinte. De même, si le taux de change diminue de 1%, 2%, la Banque centrale peut ne pas intervenir. Donc, dans cette fourchette, plus 2,5, moins 2,5%, la Banque centrale peut ne pas intervenir. Mais il y a déjà fixation d'un taux de change au départ par la Banque centrale. C'est donc un système intermédiaire qui relie et qui combine les deux situations en même temps. Pour la détermination du taux de change du Maroc, la Banque du Maghreb, la Banque centrale, retient un panier de devises composé de l'euro et du dollar, avec les pondérations suivantes, 60% pour l'euro et 40% pour le dollar. Maintenant, lorsqu'on a un régime de change ou bien un taux de change, est-ce que ce taux ne va pas changer, ne va pas varier? On a possibilité de variation. Dans le cas de régime de change fixe, on a dit que c'est l'État qui intervient pour fixer le taux de change. On peut avoir une augmentation et une diminution volontaire de l'État. L'État peut décider volontairement de réduire le taux de change. Et dans ce cas, on parle de dévaluation. La dévaluation signifie une baisse volontaire du taux de change par l'État en vue de réaliser un certain nombre d'objectifs qu'on va traiter par la suite. Notamment, ces objectifs sont en liaison avec la politique monétaire et également avec le commerce extérieur. Si l'État décide d'augmenter le taux de change, on parle dans ce cas de réévaluation. Donc, dans le système de change fixe, on parle de dévaluation en cas de baisse du taux de change et de réévaluation en cas d'augmentation du taux de change. À ne pas oublier, la baisse ou l'augmentation dans ce cas sont volontaires. C'est l'État qui veut augmenter ou diminuer le taux de change de sa monnaie. Dans le régime de change flottant, on parle de dépréciation ou bien d'appréciation. La dépréciation, c'est la baisse du taux de change qui résulte du jeu du marché, c'est-à-dire de la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre dépasse la demande, ou bien si la demande dépasse l'offre, il y aura bien sûr des variations du taux de change. Cette loi, la loi de l'offre et de la demande, sera traitée dans la séquence prochaine.
Bien, récapitulation. On a vu aujourd'hui 4 types de marchés. Le premier marché, c'est le marché des biens et des services. Pour caractériser ce marché, on doit se baser sur les composantes du marché, à savoir l'offre. Et on a dit que l'offre est composée essentiellement de la production et de l'importation. Donc les offreurs, ce sont les producteurs des biens sur le marché national, sur le territoire national, mais également des importateurs qui importent des biens pour les écouler sur le marché local. Deuxième élément de la demande, il s'agit ici des dépenses de la consommation, des dépenses d'investissement et de l'exportation. Donc les consommateurs et les utilisateurs des biens. Et au niveau des prix, c'est le prix des biens et des services. Rappelez-vous que l'offre ou bien les ressources sont composées de la production et de l'importation. C'est un élément très important qu'on va traiter dans les agrégats. Et au niveau de la demande, on a la consommation, l'investissement et l'exportation. Le deuxième marché, c'est le marché du travail. Pour le caractériser, on doit prendre les éléments constitutifs du marché. Au niveau du travail, on a dit que les offreurs, ce sont les ménages, principalement la population active. Et pour caractériser ce marché le jour de l'examen, il faut illustrer, concrétiser la réponse, chercher la population active, de combien elle a augmenté ou bien elle a diminué. Au niveau de la demande, la même chose. On a les employeurs, notamment les entreprises, les sociétés financières et les sociétés non financières, ainsi que les administrations publiques. La demande est mesurée par le nombre de postes créés ou encore la population active occupée. Pour le prix, notamment, on a le salaire. Le troisième marché, c'est le marché de capitaux. Également pour le caractériser, au niveau de l'offre, on va s'intéresser aux agents qui ont une capacité de financement. Ici, on a distingué entre les capitaux à long terme et les capitaux à court terme. Deuxième élément, la demande. On va prendre les agents à besoin de financement. Ceux qui ont par exemple une situation, qui se trouvent en situation de sous-liquidité et qui cherchent des capitaux. Et le prix peut être soit l'intérêt sur le marché de la liquidité ou bien le marché des TCN et les cours des titres, par exemple sur le marché boursier, le cours des actions, le cours des titres. Une remarque ici, lorsqu'on parle des valeurs mobilières qui comprennent les actions et les obligations, il faut savoir la différence entre actions et obligations. L'action, c'est un titre de propriété. L'actionnaire, celui qui achète une action, va devenir propriétaire d'une partie du capital de l'entreprise. Il a droit aux dividendes, alors que celui qui achète une obligation va devenir un obligataire. Il ne s'agit pas d'un associé, mais un créancier de l'entreprise. Il n'a pas droit aux dividendes, mais il a droit à des intérêts, avec bien sûr le remboursement, la récupération du principal, du montant prêté à l'échéance. Et pour le quatrième marché, c'est le marché de change. Le marché de change, au niveau de l'offre, on a dit que ce sont ceux qui vendent les devises contre les dirhams. Les demandeurs, ce sont ceux qui achètent les devises moyennant des dirhams. Et le prix, c'est le taux de change. Et on a bien sûr parlé des régimes de change. On a distingué entre le régime de change fixe et le régime de change flottant. Pour ce qui suit, on a dit que la première partie des concepts économiques de base est composée de 3 chapitres. Le premier chapitre, le marché, a été réalisé. Maintenant, il reste pour les séquences prochaines le circuit économique et les agrégats de la comptabilité nationale. Voilà donc pour cette séquence. Merci pour votre attention et à la prochaine séquence.